merci. Alors, allons-y tranquillement. Constellation du mois de décembre que j'ai choisie, c'est la constellation d'Andromède. Alors, une belle constellation que beaucoup de monde connaissent. On va passer au travail. Il n'y a pas beaucoup d'objets, mais il y a des objets, par exemple, qui sont importants et intéressants. Alors, on va passer par sa localisation dans le ciel. On va parler un peu de sa mythologie. J'ai une petite anecdote au sujet de cette constellation, du nom de cette constellation-là. Il y a l'inventaire de ce qu'elle contient. Elle a des vedettes. On va aussi identifier ses étoiles, les objets messiers qu'on y retrouve, les objets NGC. Puis j'ai un petit plus aussi en complément de la présentation. Puis évidemment, les références à la fin. Alors, on remarque, comme vous pouvez voir au centre ici, les délimitations de l'Union astronomique internationale de la surface de la constellation d'Andromède, qu'on retrouve au centre ici. Alors, il y a des constellations limitrophes. On voit un petit peu que dans le haut, on voit la Voie lactée qui passe ici. On voit aussi que ça foisonne avec beaucoup plus d'objets observés dans le Deep Sky, parce qu'on est on rentre dans la frange de la Voie lactée à ce moment-là. Alors, il y a plus d'objets intéressants là, à regarder dans cette région-là par rapport quand on descend et qu'on s'en va vers le sud. Bien là, il y a moins d'objets, c'est un peu plus disparate. Alors, les constellations qui sont limitrophes à Andromède, bon, on a bordé au nord par la constellation de Cassiopée, le Lézard qui est ici à l'est, ainsi que Pégase qui est ici, le carré de Pégase et la constellation de Pégase qui est ici. On a ici les Poissons qui sont au sud, la constellation qui touche la portion au sud de la constellation des Poissons. Et on a le triangle ici qui délimite au sud le champ de la constellation. Et à l'ouest, on a Persée qui se trouve ici. Alors, ce sont les constellations qui limitent, qui sont aux frontières de la constellation d'Andromède. Alors, un petit peu de mythologie. Je pense qu'étant une constellation populaire, la mythologie aussi, elle est connue, là, que Andromède était la fille du roi et de la reine d'Éthiopie, qui était Céphée et Cassiopée. Et comme Cassiopée se vantait beaucoup de la beauté de sa fille Andromède, ça l'a mis dans une dangereuse situation. Et pour se venger de sa vantardise, ben, le dieu de la mer, Neptune, a enchaîné Andromède à un rocher pour être sacrifié au monstre marin qu'on appelle la baleine. Mais Persée est venu à son secours et a utilisé la tête de la méduse pour changer la baleine en pierre. Et ça a fini par une basse messe, comme on dit. Là, Andromède et Persée se marièrent et eurent, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants, mais en tout cas, ça a bien fini pour une fois, parce que, comme l'a déjà mentionné Normand, généralement, dans la mythologie, ça finit toujours mal, mais cette fois-ci, la conclusion a été agréable. Anecdote, l'Andromède du Japon est un bel arbuste persistant de terre de bruyère, associant joli feuillage coloré et nombreuses fleurs originales. J'ai trouvé ça sur Wikipédia. Alors, en cherchant de l'information additionnelle, j'ai eu plusieurs sources. Je vais toujours aussi voir qu'est-ce qu'offre Wikipédia. Et j'ai remarqué dans les différentes vignettes qu'il y avait un texte sur une plante qui s'appelait l'Andromède du Japon. Alors, je l'ai souligné en l'apportant dans la présentation. Alors, si on fait l'inventaire de ce que contient la constellation d'Andromède, environ 156 étoiles visibles à l'œil nu, mais ça, c'est pas dans le ciel de Laval, on s'entend, là. C'est plutôt dans un ciel assez noir pour être capable de toutes les voir dans un ciel assez sombre. Il y aurait 11 étoiles variables dans cet inventaire-là, 9 étoiles doubles, puis on a découvert 23 exoplanètes sur le territoire de la constellation d'Andromède, 3 objets messiers et 5 objets NGC, qu'on va voir en détail plus tard. Alors évidemment, les vedettes, on va revenir plus en détail tantôt sur ces objets-là, mais évidemment, la vedette de la constellation d'Andromède, c'est la grande galaxie d'Andromède qui est en fait la seule galaxie spirale visible à l'œil nu, dans un ciel très noir, quand on regarde à la bonne place, qu'on n'est pas ébloui par de la lumière parasite, là,
on peut facilement voir une petite tache de watts, là. Je vais vous montrer tantôt dans quel endroit où regarder dans la constellation pour la localiser. Alors, vous avez en exemple ici une magnifique photo qui est une image, une mosaïque qui a été prise par Roger Ménard, qui contient aussi les autres objets Messier. Alors, cette photo-là, lorsqu'on la télécharge, elle est lourde parce qu'elle est très, très détaillée. Et on peut zoomer là-dedans, là, puis les images, les étoiles restent belles. C'est vraiment une magnifique photo qui a été réalisée par Roger. L'autre vedette de cette constellation-là aussi, c'est une étoile double que tous les astronomes amateurs aiment bien regarder avec un petit télescope qui s'appelle Gamma Andromède, qu'on va voir tantôt comment est-ce qu'elle est composée, là, mais ce sont ces couleurs orange et bleu qui lui donnent cette popularité-là. Et puis, il y a quelques étoiles doubles dans le ciel qui sont agréables à regarder. On a Albireo dans le signe, mais Gamma Andromède n'a pas de quoi être gêné à l'observer. C'est vraiment très, très joli à observer au petit télescope. Alors, les étoiles qui composent la constellation maintenant, on va commencer justement avec Gamma Andromède, qui s'appelle aussi Almach, aussi nommé Almach, le lynx du désert, qu'on peut appeler ça comme ça en arabe. Alors, c'est l'étoile qu'on retrouve ici. Alors, on a la forme ici de la constellation, là. C'est assez simple comme dessin, là. Alors, la première ici, là, qui se trouve à être Gamma Andromède, qui est juste au bout en haut, là, vers le nord. Alors, on dit aussi qu'en astronomie chinoise, cette étoile-là fait partie d'un astérisme qui s'appelle Tianda Zhenjun, qui représente un militaire de haut rang, éventuellement accompagné par ses hommes. Autrement dit, si on va dans les constellations chinoises, ben, ça fait partie d'un ensemble d'étoiles qui forment un dessin quelconque qu'on appelle un astérisme et qui signifie un petit peu ce que je viens de mentionner. Là. Elle fait partie de ce dessin-là en astronomie chinoise. Alors, sa distance, 355 années-lumière, avec une magnitude de 2,1, donc facile à repérer dans le ciel. La deuxième étoile, excusez, je reviens encore à Gamma Andromède pour vous montrer en réalité qu'est-ce que c'est. C'est un système multiple composé de deux étoiles doubles, dont seul le couple principal peut être observé au télescope. Alors, on voit un petit peu, c'est surtout celui-là ici, la composante C et la composante A, que l'on peut voir comme système double au télescope. BA et BD, là, ceux-là, là, on oublie ça, c'est très petit. Alors, les couleurs, comme j'ai mentionné tantôt, là, d'un orange et d'un bleu qui est nettement visible. C'est vraiment très, 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 très joli à observer. Alors, on a Bêta Andromède maintenant, nommé Miracle, qui se retrouve ici au centre. Une étoile double dont le compagnon est 60 000 fois moins lumineux. Alors, presque invisible là, à nos yeux à voir. La distance est de 200 années-lumière et la magnitude 2,07. Comme parlait la semaine dernière, comme ça a été souligné avec ce qui avait été fait avec la constellation de Orion en 3D, si on mettait aussi Andromède en 3D, si je recule à l'étoile précédente, qui est Gamma Andromède, qui est seulement qu'à 355 années-lumière, puis on s'en va à Bêta, qui est à 200 années-lumière, on voit déjà, voyez-vous, que c'est pas du tout dans le même environnement au niveau de la distance. On passe à la suivante. Alors, on a Delta Andromède, nommé aussi Sidiradra. C'est un système triple aussi, qui inclut une binaire spectroscopique, c'est-à-dire identifiable avec en spectroscopie. Alors, à l'œil nu, on oublie ça. Alors, la distance est 105 années-lumière, magnitude 3,28. On voit ici la position est un peu plus faible par rapport aux deux autres. Là. On voit sa position ici. L'étoile suivante, qui est Alpha, Andromède, nommée Syrah.
dont l'origine du nom signifie le nombril du cheval en arabe. Alors, je ne sais pas s'il y a une raison particulière pour l'associer à une autre constellation. Probablement le cheval de Pégase qui met dans le nombril là, je ne sais pas trop, là, en tout cas. Marc, Oui. dans mon livre de référence, bien ordinaire, là, on l'appelle Alphérat. Oui, je l'ai, ça suit plus loin. OK. Je donne l'explication ici. Alors, Alpha Andromède nommée Syrah, dont l'origine dont signifie le nombril du cheval en arabe. Mais elle forme aussi le coin supérieur gauche de Pégase. On voit le carré de Pégase qui débute ici. Donc, l'étoile, elle sert de repère à deux constellations. Elle fait partie de la constellation d'Andromède, mais aussi, comme vient de le mentionner Yvon, elle change de nom dans le carré de Pégase. On l'appelle El-Faraz, tête de femme enchaînée en arabe. Alors, faut être créatif, hein, sortir des affaires de main. Alors, on voit que l'étoile, elle est limite sur la frontière qui délimite la superficie, la surface, c'est-à-dire d'Andromède, la surface de la constellation de Pégase. Alors, l'étoile sert à deux constellations, en fait. C'est une binaire spectroscopique aussi, seulement à distance de nous de 96 années-lumière, qui a une magnitude de 2,7. Alors, on a Mu Andromède aussi, qui est une naine blanche. Là, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette étoile-là. Distance 136 années-lumière, magnitude 3,86. Ensuite, la dernière des étoiles. Alors, on a Epsilon Andromède. C'est une étoile double avec 4 planètes identifiées. Autrement dit, dans cette région-là, on a détecté autour de cette étoile-là des étoiles, c'est-à-dire on a identifié des planètes, c'est-à-dire dont on va voir plus tard la description, là. Alors, c'est une étoile d'un jaune-blanc, semblable au Soleil, mais un peu plus jeune. On voit pourquoi on a trouvé des planètes autour. C'est que de par ses caractéristiques, probablement que ça a invité les chercheurs à les pointer dans ce coin-là, étant donné que l'étoile est similaire au Soleil, mais ils se sont dit, il y a peut-être des planètes qui traînent autour, et ça s'est avéré véridique à ce moment-là. D'ailleurs, pour ça que cette étoile-là est sur la liste des 100 étoiles cibles de la mission Terrestrial Planet Finder de la NASA. Donc, elle avait été identifiée pour être étudiée et ça a donné les résultats qu'on connaît, là, qu'on va voir à la diapositive suivante. Alors, Upsilon Andromède B, c'est une naine rouge située à 750 unités astronomiques de l'étoile principale. Vu qu'on on a dit tantôt que c'était une étoile double, alors le partenaire, là, la voisine, elle est située à 750, autrement dit 750 fois la distance Terre-Soleil. Ça vous donne une idée un petit peu là, de la distance qui sépare les deux étoiles. Et on a ici la description sommaire des planètes, des 4 planètes qui ont été trouvées. Alors, si on continue aussi, la distance de Upsilon, c'est à 44 années-lumière, magnitude 4,0. Puis les 4 planètes qui ont été identifiées, bien, on a Andromède B, C, D, E, par ordre de distance à partir de leur Soleil, de leur étoile principale. Mais il y en a une qui orbite autour en 4,6 jours, orbite en 241 jours, 3,5 ans, puis 10,54 ans, qui orbite autour de cette étoile-là. Alors, évidemment, dans les objets messiers, on a la vedette qu'on a parlé tout à l'heure, qui est une galaxie de type spirale, distante de près de 2,9 millions d'années-lumière de nous, dont le diamètre est de 220 000 années-lumière. Si on prend le diamètre bord en bord de la galaxie, ça nous donne une distance de 220 000 années-lumière et la magnitude est 3,4. De là, la possibilité de la voir dans un ciel noir à l'œil nu. On peut se rappeler aussi peut-être une parenthèse que c'est dans cette galaxie-là que l'astrophysicien Edwin Hubble, à ce moment-là, tu me corrigeras, Yvon, si je fais une erreur, là, mais c'est dans cette galaxie-là qu'Edwin Hubble a découvert, en étudiant des céphéides qui brillaient dans cette galaxie-là. C'est lui qui a déterminé que notre univers ne se limitait pas à la Voie lactée, mais qu'il y avait d'autres galaxies beaucoup plus loin. Et c'est en étudiant une portion de la galaxie d'Andromède qui en est venu à cette conclusion-là que l'univers était immensément plus grand qu'on pensait, que ça ne se limitait pas au voisinage de la Voie lactée.
C'est tout à fait vrai. Dans une présentation que j'avais faite au club, ça fait quand même une quinzaine d'années. Jusqu'en 1920, jusqu'à 100 ans, on pensait que la Voie lactée, c'était tout l'univers. C'est ça. Merci. Alors, vous avez ici, qu'on appelle aussi NGC 224. Là. En passant, je vais vous conter une anecdote que plusieurs du club connaissent. Quand j'étais un petit peu plus novice, que je faisais de l'observation, j'avais décidé que mon télescope GoTo de pointer NGC 224. Fait que je pointe NGC 224, puis je dis à tout le monde, hey, mais Caroline, elle ressemble bien à Andromède, cette galaxie-là, ça n'a pas de bon sens. Je ne l'avais jamais découvert avant, elle est aussi belle, puis j'en mettais pour finalement me faire dire, puis se faire moquer de moi en masse, là, que c'était la même. C'était Messier 31. Alors, on apprend tous les jours en faisant de l'observation. Je mentionne aussi que la galaxie d'Andromède, évidemment, c'est la voisine de la Voie lactée, mais elle se dirige vers nous à la vitesse de 17 km/s et il y aura collision entre la Voie lactée et Andromède d'environ 4 milliards d'années. Alors, s'il y en a qui ne savent pas quoi faire de leur rire, commencez à y penser. Là. Mais, en tout cas, il va y avoir une belle collision. Ça va être assez spécial. On ne pourra pas voir ça, mais ça s'en vient. Là, ça fait partie de la physique, la physique des étoiles, la physique des galaxies. Alors, il va y avoir une collision à un moment donné. Intéressant aussi de voir le dessin qu'a fait Charles Messier de Andromède en 1773, alors qu'on a une belle photo ici prise par Roger Ménard en 2020. Alors, c'est un dessin ici, c'est pas une photo, c'est un dessin. Et on retrouve aussi dans le dessin M31 et M110, comme on les retrouve ici aussi dans la photo de Roger. Alors, c'est intéressant de faire une comparaison entre les deux images. Alors, Messier 32, justement, qui est NGC 221, on voit sa localisation qui est tout à côté, évidemment. C'est quasiment dans le même voisinage qu'Andromède, là. Alors, on la voit ici, Messier 32. Alors, c'est une galaxie qui est de type elliptique aussi. Distance d'environ 2,5 années-lumière, magnitude 9,3. Alors ça, c'est sûr que pour la localiser, ça prend un télescope pour essayer de la sortir dans les... Parce qu'elle se trouve être dans les masquée un petit peu par les nuées de Messier 31 qui est devant un peu. Là. Alors, c'est une galaxie satellite de Messier 31, puis elle fait partie du groupe local avec la Voie lactée. Autrement dit, Messier 31, Messier 32 et la Voie lactée, là, c'est tout dans le même nuage de galaxies, dans le même amas, si on veut. Je dirais, à vue de nez comme ça, elle a quasiment l'air d'un gros amas globulaire. Oui, oui. Les elliptiques, vues de loin, on a toujours cette impression-là. Hein? OK. Alors, Messier 110, qui est une autre type de galaxie elliptique, ou NGC 205, distance de 2,7 millions d'années-lumière, avec une magnitude de 8,92, alors qui est toujours évidemment dans le même voisinage. On voit encore une partie de Messier 31 ici dans le coin de la photo. C'est une galaxie qui est satellite aussi de Messier 31, puis elle aussi fait partie de l'amas local avec la Voie lactée. Dans les NGC, maintenant, on a NGC 752 ou encore l'objet Caldwell numéro 28 qu'on se retrouve maintenant ici. Alors, ça a un amas ouvert qui est assez dilué un petit peu. Là. Un diamètre de 33 années-lumière, qui est à une distance de 1490 années-lumière et une magnitude de 5,7. Alors, aux jumelles et au petit télescope, on peut résoudre, je pense, cet objet-là. C'est intéressant. Il y a tout de même une structure, on voit qu'il y a un regroupement d'étoiles. Il y a une petite structure, mais ce n'est pas condensé. Évidemment, c'est un amas ouvert. L'autre objet NGC, c'est 891 ou encore Caldwell numéro 23. Alors, une belle galaxie spirale observée par la tranche qui fait penser un petit peu à NGC 4565, pardon, qui est la pinwheel qu'on appelle galaxie, mais vraiment jolie aussi d'apprendre par la tranche, malgré que sa magnitude est à 10,8. Ça prend un bon télescope pour aller la chercher. Elle a un diamètre de 100 000 années-lumière comparé à 200 000 pour Andromède, quand on parle du diamètre. Là.
Et sa distance est 23,6 millions d'années-lumière. Alors, c'est un petit peu plus loin que Andromède, qui est à 2,9. Là, on se remonte à 23,6. C'était un peu plus loin dans le fond de l'espace. Il semblerait que sa taille, par la taille, elle serait similaire à notre galaxie, la Voie lactée, au niveau de la taille. NGC 956, je répète dessus, non, c'est correct. NGC 956, c'est un amas ouvert, ou même, il y en a qui l'appellent, ils l'ont identifié comme étant un astérisme. Alors, c'est discutable, là, il n'y a pas de consensus encore pour donner vraiment son identification, astérisme ou amas ouvert, là. Il se trouve être situé tout à fait à l'ouest de la surface de la galaxie d'Andromède. Contient environ une cinquantaine d'étoiles. La distance, je n'ai pas été capable de la trouver. Magnitude 8,9. Mais il semble avoir des belles étoiles de couleur dans le coin. Là. Ça semble joli à regarder. 8,9, c'est moins pire que le précédent. Là. Donc, peut-être, quoique on a de la misère à se faire une structure pour dire que c'est un objet qui a été identifié comme étant un NGC. Là. On peut se questionner là, sur les motivations de ceux qui lui ont donné un numéro là, pour cette structure d'étoile-là. NGC 76-62, qu'on appelle la Blue Snowball, ça c'est très joli, mais c'est très petit aussi. Mais c'est très joli. Alors, nébuleuse planétaire, qui a un diamètre de 1 année-lumière, une distance de 5600 années-lumière avec une magnitude de 9,2. Alors, il y a des photos qui sont beaucoup plus grosses que ça, beaucoup plus spectaculaires, mais j'ai voulu mettre une photo qui est plus proche de la réalité qu'on pourrait voir, nous, au télescope, que de vous mettre une photo là, qui vous montrerait avec beaucoup plus de détails, là, mettons une photo prise par Hubble ou quelque chose de plus puissant, puis pas vous donner un petit peu le rendu de ce qu'on peut voir avec un télescope d'amateur. Alors, elle est dans cette région-là, ici, de la constellation d'Andromède. NGC 7686. Alors, ici, juste situé dans le haut ici. Alors, c'est un amas ouvert qui contient environ 80 étoiles, distance de 3260 années-lumière, avec une magnitude de 5,6. Accessible aux jumelles, bien visible au télescope, mais en tout cas, il faut être bien croyant pour avoir de la foi pour dire que c'est un amas ouvert. Faut être convaincu de l'avoir bien identifié parce que c'est pas évident de trouver ça, même un amas ouvert avec la structure qu'il offre. Là. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà observé. Normand, t'as dit quelque chose, toi? Tu es intéressé à observer? Tu as peut-être regardé, toi? Honnêtement, non, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est un indice qui n'est peut-être pas aussi captivant à trouver, j'imagine. Il n'y a qu'à le voir comme ça. Je tiens à préciser que les objets NGC ne sont pas tous des vrais objets qui existent. Ça a été découvert par astrophotographie au début de la photo. Fait que des fois, ils semblaient voir quelque chose, ils ont donné un numéro, puis en faisant des recherches, plus tard, ils se sont aperçus que c'est un objet qui n'existait pas. Okay. Parce que c'est un astérisme ou c'est sans intérêt. Alors, tous les objets NGC ne sont pas forcément des objets intéressants. OK. Un peu comme Messier 40? Même genre que Messier 40, oui. Même genre. OK. Le petit plus, on arrive un peu vers la fin de la présentation. Alors, le petit plus que je voulais ajouter, c'est les éphémérides du mois de décembre. J'aime bien, moi, consulter. Vous les avez peut-être vus sur la page Facebook de l'Observatoire. Michel les met tout le temps là, dans le ciel ce soir avec Claude Duplessis. Alors, Claude, il fait un travail magnifique de vulgarisation pour observer le ciel. Puis, pour chaque mois, il prend le temps de donner en détail tous les phénomènes intéressants à observer pour les astronomes amateurs. Alors, dans la mesure du possible, moi, je me fais un devoir de le citer et de transmettre ces images. Puis, je vais vous donner à la fin là, le lien si jamais vous voulez en voir plus. Il y a quelques publications qu'il a fait aussi. On va en voir plus tard. J'élaborerai là-dessus. Mais entre autres, dans la soirée du mardi 8 décembre, c'est mardi prochain, la planète Mars et une comète, ceux qui veulent l'identifier, là, il y a une petite comète ici qui s'appelle la comète Temple-Swift-Leonard,
qui va s'approcher. Autrement dit, vous prenez la planète Mars comme cible, puis vous savez qu'un petit peu le 10, le 9 et le 8, où elle pourrait se trouver. Alors, l'intérêt là-dedans, c'est que comme Mars est facilement identifiable dans le ciel, ben, vous regardez en soirée Mars, puis allez fouiller un petit peu. Je suis pas sûr que dans le ciel de Laval, ça va être facile à sortir, là, mais en tout cas, on a un repère ici. On a la chance peut-être de la trouver, là, le 8, le 9 ou le 10 décembre. On va être dans cette région-là. Petite expérience, ceux qui veulent la tenter. Ensuite, samedi le 12, on a un admirable duo le matin, en fin de nuit, direction sud-est. Vous avez la Lune et vous avez Vénus en dessous, qui peut être intéressant à regarder. En passant, le montage photo qu'on a ici, c'est la balustrade qui fait le tour. C'est la balustrade qui fait le tour de l'observatoire du Mont-Mégantic. Autrement dit, on est à côté sur le garde-fou et derrière nous, on a le dôme collé dans le dos. Puis vous avez ici les arbres en hiver au mois de février. Qu'est-ce que ça peut donner? Le montage est en hiver. Là. Puis peut-être qu'ils ont déjà de la neige aussi là-bas. Là. Je ne pense pas surprenant. Tu es tout de même à 900 mètres, presque 1000 mètres d'altitude. Là. Il y a quasiment une autre météo là, à cet endroit-là. Alors, ça donne une idée du décor que vous avez à cette hauteur-là, quand le ciel est limpide, la Lune et Vénus. Alors, dans la soirée du samedi 12 décembre, de faire l'expérience, peut-être essayer, ceux qui veulent faire de l'astrophoto, faire un petit montage, essayer d'attraper avec votre caméra, là, faire quelques expériences. Du 14 au 27 décembre, il y a un rapprochement entre Jupiter et Saturne en début de soirée. Alors, ça aussi, c'est intéressant, où on peut les trouver. On est au sud-ouest ici, là. Alors, le 14, puis là, on l'a rendu le 27. Autrement dit, on a Jupiter, puis là, whoop, Saturne passe de cet endroit-là ici à cet endroit-là ici, entre le 14 et le 27 décembre. Alors, une chose à surveiller, peut-être à voir, là, ce rapprochement-là. Au fil des jours, ils vont s'approcher de Saturne, va s'approcher un peu de Jupiter. Mercredi, oui. Oui, le 21 décembre, il y a vraiment une belle conjonction. Ils vont être l'une vraiment à côté de l'autre, Jupiter et Saturne, le 21 décembre, la journée du solstice. Je ne l'ai pas mis, ça. Ah, il est là. OK, on va le voir tantôt. OK, excuse. Non, c'est correct, c'est parce que j'ai du 14 au 27, parce que je marchais chronologiquement, puis j'ai pris le 14 pour ça. Mais ça s'en vient. Merci, André, d'avoir souligné. Pas de quoi. Alors, mercredi, le 16, 2 planètes et la Lune. Alors, on voit ici la Lune le 17 décembre, toujours sud-ouest, en début de soirée. Alors, on a ici la Lune le 17 décembre. On a Saturne, Jupiter, et après ça, la Lune le 16. C'est ça, le 16 ici, on a recul là, le 17. Alors, il y a de quoi faire de la photo aussi, à faire des expériences. En début de soirée, vers les 6 heures le soir. Oui. Donc, c'est tous des objets qu'on peut voir en ville. On peut mettre notre chapelet à la corde, que le ciel soit dégagé. Ça va prendre le temps de faire des expériences photo, encore une fois, ou d'observation au télescope. Lundi 21 décembre, voir Jupiter et Saturne vraiment adjacents dans le ciel. Alors, voici ce que ça donne. Alors, on voit très bien en début de soirée. Vous avez Jupiter ici avec ses lunes. On a Callisto, Io, Ganymède et Europe. Puis ici, on a Saturne avec Rhea et Titan. Alors, deux petites familles qui s'approchent l'une de l'autre, là. La famille de Jupiter, la famille de Saturne, proches l'une de l'autre. Intéressant aussi à tenter de photographier. Elle garde quand même l'espacement sanitaire. Oui, c'est ça, c'est exemplaire. Mercredi 23 décembre, quelques jours avant Noël, au-dessus de la Lune, d'une lune dimeuse, on a évidemment la planète Mars. Alors, un petit montage aussi, ceux qui veulent essayer de photographier ça, ou un au-dessus de l'autre, la Lune et Mars, en soirée. À observer.
Samedi, le 26 décembre, lendemain de Noël, la Lune entre les Hyades et les Pléiades en soirée, direction Est. Alors, la Lune est ici. Alors, on a le Taureau qui est ici. Les Hyades sont là. Puis les Pléiades. Devrait à peu près en haut de Ils sont en haut, ils sont là. Okay. Ils sont ici. Les Pléiades sont en haut, puis les Hyades sont en bas, puis la Lune est entre les deux, c'est ça. Alors, en soirée, direction Est, 26 décembre, et un autre petit défi, si on veut faire de la photo, de prendre ça. Alors, je vous cite ici là, les publications de Claude qu'on peut aller chercher sur son site. Il a fait des publications. Moi, j'ai ce petit guide-là du ciel que je consulte régulièrement, qui a été faite par lui. Puis il y a aussi une belle publication qui s'appelle Le ciel aux jumelles, que Claude a fait aussi, qui peut servir aussi le ciel au petit télescope ou au télescope. Ça peut être très utile. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il a le tour de décrire ce qu'il voit. Puis c'est un astronome amateur québécois. Alors, c'est un grand passionné, un grand observateur. Puis il donne des trucs aussi, comment sauter d'une étoile à l'autre pour trouver des objets. Alors, moi, je vous invite à aller sur son site. Allez taper claudeduplessis.com, vous allez voir son site, puis des images qu'il a prises, puis ses suggestions d'observation. Puis peut-être vous abonner aussi pour recevoir à tous les mois les éphémérides pour connaître le menu qui s'en vient et surtout vous préparer à faire de belles observations ou encore faire de la photo en nous indiquant un petit peu là, les vedettes à surveiller dans le mois qui vient. Alors, c'est les références que je vous suggère. Évidemment, Wikipédia, le livre qui est un petit peu ma Bible des constellations, ce que ça s'appelle Constellations. L'éditeur, c'est Grund. J'ai été voir aussi pour le contenu des constellations, les deux sites que j'ai ici. Le site de Claude Duplessis, que je vous invite à aller voir. Et aussi, évidemment, les photos, pour des photos de la NASA, bien évidemment, APOD, c'est-à-dire Astronomy Picture of the Day. C'est une chose que je vous suggère de faire aussi si jamais vous voulez avoir un fond d'écran original sur votre ordinateur. Allez voir Astronomy Picture of the Day, puis c'est des photos assez spectaculaires, puis ils changent à tous les jours. Alors, c'est intéressant d'aller voir ça aussi, puis de consulter ces photos-là. Là. Il y a des petits trésors là-dedans.